10 joueurs argentins écartés de la Premier League. Plusieurs cadres interdits de Coupe du Monde 2030. Une sanction d'une ampleur jamais vue qui pourrait anéantir, en quelques jours seulement, la génération la plus dominante du football international de ces dernières années. Ce qui vient de se passer dépasse largement le cadre d'un simple dossier disciplinaire. Selon le camp dans lequel vous vous trouvez, cette histoire va provoquer chez vous de la colère, de l'incompréhension ou peut-être même une certaine satisfaction. Mais le plus inquiétant, c'est que la bagarre aperçue après la finale ne représente qu'une petite partie du dossier. Il existe une séquence que la retransmission officielle n'a jamais montrée. Un coup porté loin du ballon. Un geste filmé par une caméra secondaire est devenu, selon le dossier présenté à la FIFA, l'une des preuves les plus accablantes contre l'Argentine. Il y a également cette série de silences institutionnels qui a laissé la situation s'aggraver pendant plusieurs années. Des avertissements ignorés, des affaires classées sans sanction individuelle et cette impression, chez certains joueurs argentins, que la FIFA ne passerait jamais réellement à l'action. Et puis, il y a cette accusation qui devient de plus en plus difficile à éviter, celle d'un traitement différent selon le maillot porté. Car un joueur majeur de l'Espagne, pourtant impliqué dans les mêmes incidents, ferait lui aussi l'objet d'un dossier. Mais son nom a presque disparu des gros titres, alors que les Argentins sont exposés depuis plusieurs semaines comme les seuls responsables du chaos. Pourquoi cette différence? Qui décide réellement de ce qui mérite une suspension, de ce qui mérite une simple amende et de ce qui doit être discrètement enterré? Et surtout, quelle part de cette décision relève vraiment de la discipline sportive, et quelle part ressemble davantage à une intervention politique dissimulée derrière le règlement du football? Restez jusqu'au bout, car nous allons reprendre toute l'affaire depuis le commencement. Nous allons revenir sur le coup de Nahuel Molina contre Rodri, une action survenue après la finale et absente de la réalisation télévisée principale. Nous allons comprendre pourquoi Leandro Paredes se retrouve visé par 3 accusations distinctes d'agression en vertu de l'article 14 du Code disciplinaire de la FIFA. Nous allons également voir pourquoi plusieurs responsables britanniques auraient réclamé le retrait des permis de travail d'Emiliano Martinez, de Lisandro Martinez et d'Enzo Fernandez. Et surtout, nous allons parler de cette vidéo enregistrée par une supportrice argentine le 3 août. Une séquence qui ne fait pas disparaître l'infraction, mais qui remet profondément en question l'idée selon laquelle le geste autour du drapeau aurait été préparé à l'avance par la délégation argentine. Vous pensez peut-être déjà connaître cette histoire. Vous avez vu Paredes saisir Eric Garcia par le cou. Vous avez probablement aperçu les images de la confusion générale après la finale. Vous avez lu les titres parlant de sanctions historiques. Mais presque personne ne vous a expliqué comment un drapeau lancé depuis une tribune à Atlanta, brandi pendant seulement quelques secondes, a pu devenir le premier élément d'une chaîne qui menace désormais 10 carrières internationales. Cette partie de l'histoire est essentielle. Et plus nous avancerons, plus vous comprendrez que cette affaire ne concerne pas uniquement une bagarre ou un geste politique. Elle pose une question beaucoup plus inquiétante sur la manière dont le football mondial rend aujourd'hui sa justice. Avant de continuer, pensez à vous abonner à Histoire de Foot et à laisser un like pour soutenir la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires un seul mot, coupable ou victime. Car c'est exactement la question qui divise aujourd'hui le monde du football. Tout commence le 15 juillet 2026. Ce jour-là, l'Argentine élimine l'Angleterre sur le score de 2-1 à Atlanta. Une victoire immense, obtenue dans une atmosphère électrique et après une rencontre chargée d'une tension qui dépassait largement le football. Au moment des célébrations, personne sur la pelouse ne pouvait imaginer que quelques secondes allaient peut-être coûter à plusieurs joueurs leur participation à la Coupe du Monde suivante. Depuis les premiers rangs du stade, un objet est lancé sur le terrain. Il s'agit d'un drapeau blanc portant une inscription en lettres noires, « Les Malouines sont argentines ». Giovanni Lo Celso aperçoit le drapeau, se baisse, le récupère et le déploie. Lisandro Martinez se place à côté de lui. Cristian Romero les rejoint. Nicolas Otamendi apparaît également dans le groupe. Enzo Fernandez participe aux célébrations un peu plus loin. Emiliano Martinez se trouve lui aussi sur la pelouse, à quelques mètres de la scène, sans nécessairement toucher le drapeau. La séquence dure environ 15 secondes. 15 secondes pendant lesquelles les joueurs ne pensent probablement ni au code disciplinaire, ni au contrat de travail, ni aux conséquences diplomatiques. Mais dans les rédactions britanniques et dans certains bureaux de Londres, cette image déclenche immédiatement une réaction qui ne va plus s'arrêter. L'article 13 du Code disciplinaire de la FIFA interdit l'utilisation d'un événement sportif pour effectuer une manifestation n'ayant pas de nature directement sportive.
La délégation argentine aurait été avertie avant le début de la compétition. Ce type de drapeau était interdit dans l'enceinte. Pourtant, plusieurs joueurs évoluant dans le championnat anglais apparaissent devant des centaines de millions de téléspectateurs avec ce symbole entre les mains. À partir de cet instant, l'affaire quitte progressivement le terrain. Un ancien conseiller de Margaret Thatcher, Neil Gardinet, réclame publiquement que les joueurs argentins de Premier League impliqués perdent leur visa de travail. Le ministre Peter Kyle demande l'ouverture d'une enquête officielle. Ed Davey interpelle Gianni Infantino et demande même que certains joueurs soient exclus de la finale avant qu'elle ne soit disputée. Dans le même temps, la fédération anglaise transmet ses propres demandes à la FIFA. La rapidité et la violence de ces réactions montrent immédiatement qu'il ne s'agit plus seulement de savoir si un règlement sportif a été enfreint. Un conflit historique et diplomatique vient de pénétrer brutalement dans le football. La première erreur de l'Argentine a peut-être été de ne pas comprendre la gravité de ce changement. Pendant plusieurs années, la sélection avait traversé différentes polémiques sans subir de sanctions individuelles réellement lourdes. Les joueurs avaient donc probablement fini par croire que cette nouvelle affaire connaîtrait le même destin. Quelques communiqués, une amende collective, puis le silence. Mais cette fois, le contexte était complètement différent. Et quelques jours plus tard, la finale contre l'Espagne allait faire basculer le dossier dans une autre dimension. La rencontre se déroule au MetLife Stadium, dans le New Jersey. L'Espagne domine largement le match. Elle conserve davantage le ballon, crée les situations les plus dangereuses et oblige l'Argentine à défendre très bas. Pendant 90 minutes, les Argentins ne parviennent pratiquement pas à inquiéter le gardien espagnol. Emiliano Martinez, en revanche, multiplie les interventions et maintient son équipe en vie. À la 82e minute, Enzo Fernandez reçoit un premier avertissement après avoir protesté auprès de l'arbitre. Puis, dans le temps additionnel, alors que le score est toujours nul et que la prolongation semble inévitable, le milieu argentin arrive en retard sur Pau Cubarsí. Deuxième carton jaune. Carton rouge. L'Argentine doit terminer la rencontre à 10. Il s'agit de la première expulsion dans une finale de Coupe du Monde depuis 2010. À la 105e minute, Pedro Porro attaque sur le côté droit. Son ballon arrive dans la surface. Nico Williams remet de la tête vers le second poteau et Ferran Torres reprend de demi-volée. 1-0. L'Espagne devient championne du monde. Mais le véritable chaos commence après le coup de sifflet final. Les joueurs espagnols quittent le banc et courent vers leurs coéquipiers. Rodri traverse une partie du terrain pour rejoindre le groupe qui célèbre le titre. Sur son chemin, il passe à proximité de Nahuel Molina. La retransmission principale ne montre pas clairement ce qui se produit. Mais une caméra placée sur le côté filme la scène. Molina porte un coup au niveau du torse de Rodri. Le capitaine espagnol s'arrête, se retourne et vient lui demander des explications. Eric Garcia s'approche à son tour et repousse Molina. C'est alors que Leandro Paredes intervient. Le milieu argentin saisit Eric Garcia par le cou. Sa main entoure clairement la partie supérieure du corps du défenseur espagnol. Il ne s'agit pas simplement d'un contact involontaire provoqué par la confusion. Le geste est visible sur plusieurs angles et sera interprété comme une agression volontaire par les enquêteurs. Paredes se tourne ensuite vers Gavi et l'attrape par le maillot. Le joueur espagnol termine au sol. Thiago Almada arrive dans l'altercation. Otamendi refuse de saluer Rodri et lui lance une remarque sur son comportement durant la semaine. Et pendant que les joueurs se poussent, s'insultent et se saisissent, Roberto Ayala, membre du staff argentin, frappe Dani Olmo au visage. Ce n'est pas un simple mouvement destiné à séparer deux joueurs. Le geste paraît dirigé et les images seront, elles aussi, intégrées au dossier. L'arbitre Slavko Vini expulse finalement Leandro Paredes alors que la rencontre est déjà terminée. À cet instant précis, personne ne mesure encore la gravité de ce qui vient de se produire. Pour le public, ce ne sont que quelques minutes de confusion après une finale extrêmement tendue. Pour les enquêteurs de la FIFA, ce sont plusieurs agressions distinctes, plusieurs comportements antisportifs et une accumulation d'incidents venant s'ajouter à un dossier politique déjà explosif. L'Argentine ne fait alors plus face à une seule enquête. Elle se retrouve confrontée à deux affaires qui viennent de fusionner, celle du drapeau brandi contre l'Angleterre et celle des violences survenues après la finale face à l'Espagne. Et c'est ici que le passé de la sélection commence à peser lourd. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Leandro Paredes avait violemment frappé le ballon en direction du banc néerlandais pendant le quart de finale.
Une enquête avait été ouverte, mais aucune suspension individuelle majeure n'avait suivi. La fédération argentine avait surtout reçu une sanction financière collective. Après la finale contre la France, de nouveaux incidents avaient encore entraîné une amende pour comportement inapproprié. Puis, durant le mondial 2026, après la victoire contre l'Égypte, des joueurs argentins auraient été filmés dans le vestiaire en train de chanter des paroles faisant référence au Malouine. L'Angleterre avait protesté officiellement. La FIFA avait finalement classé le dossier sans sanction individuelle. C'est peut-être cette décision qui a créé le plus grand malentendu. Car lorsqu'une institution ouvre plusieurs dossiers, constate des comportements discutables, puis se contente chaque fois d'une amende ou d'un classement sans suite, elle envoie malgré elle un message. Ce message peut être interprété ainsi: vous pouvez continuer, les conséquences resteront limitées. Une mise en garde claire aurait peut-être poussé les joueurs à faire davantage attention. Mais le silence d'une institution puissante n'est jamais complètement neutre. Lorsqu'elle possède les moyens de sanctionner et choisit de ne pas les utiliser, certains peuvent considérer cette absence de réaction comme une permission implicite. Pendant 3 compétitions, l'Argentine accumule donc les polémiques sans voir ses cadres réellement suspendus. Puis arrive le 4e dossier. Cette fois, les images sont beaucoup plus graves. Les agressions physiques sont filmées depuis différents angles. Des responsables politiques britanniques interviennent publiquement. La fédération anglaise maintient la pression. Et un enquêteur présente, le 29 juillet, un rapport dans lequel les faits paraissent beaucoup plus difficiles à contester. Le domino était en place depuis plusieurs années. Il ne manquait qu'un événement suffisamment violent pour faire tomber toutes les pièces en même temps. Le 29 juillet 2026, la commission disciplinaire de la FIFA dévoile le document qui pourrait modifier l'avenir de la sélection argentine pour les 4 prochaines années. Leandro Paredes est visé par 3 accusations d'agression relevant de l'article 14, paragraphe 1. Chaque accusation pourrait entraîner une suspension minimale de 3 rencontres. Nahuel Molina est poursuivi pour 2 actes d'agression et un comportement antisportif. Roberto Ayala fait face à une accusation d'agression. Thiago Almada est mentionné pour conduite antisportive. Quant à la fédération argentine, elle fait l'objet d'une enquête concernant plusieurs articles du code disciplinaire, notamment ceux compris entre les articles 13 et 17. Mais le dossier ne s'arrête pas aux incidents de la finale. Sous la pression accumulée autour de l'affaire du drapeau, les sanctions deviennent beaucoup plus larges. Les 5 personnes considérées comme impliquées dans les agressions seraient écartées du mondial 2030. Les joueurs de Premier League associés au drapeau feraient l'objet de procédures pouvant menacer leur licence ou leur autorisation de travailler dans le championnat anglais. Emiliano Martinez, qui n'aurait pas été formellement accusé d'avoir brandi le drapeau, serait tout de même concerné par une décision de la fédération anglaise en raison de déclarations prononcées après la rencontre. 10 joueurs. Une seule décision. Et une sélection argentine menacée de perdre une grande partie de sa colonne vertébrale pour le prochain cycle mondial. Leandro Paredes aurait encore l'âge de participer au tournoi de 2030. Nahuel Molina également. Enzo Fernandez représente normalement l'avenir du milieu argentin. Lisandro Martinez demeure l'un des défenseurs les plus importants de sa génération. Emiliano Martinez est devenu l'un des symboles majeurs de la sélection. Ces joueurs ne seraient pas écartés en raison d'une baisse de niveau ou d'une blessure. Ils seraient privés du tournoi le plus important de leur carrière à cause de quelques minutes de perte de contrôle et de quelques secondes passées avec un drapeau dans les mains. C'est précisément ce qui rend cette décision aussi difficile à accepter pour une partie du public argentin. La FIFA ne sanctionne pas ici leur performance sportive. Elle sanctionne leur comportement dans l'un des moments émotionnels les plus intenses qu'un joueur puisse vivre, une victoire contre l'Angleterre chargée d'histoire, puis une défaite en finale de Coupe du Monde. Cela ne justifie évidemment pas les agressions. Le saisir par le cou ou provoquer une bagarre après un match doit entraîner des conséquences. Mais toute la question est de savoir si les conséquences décidées sont proportionnelles aux faits. Et surtout, si les mêmes critères sont réellement appliqués à tous. Le 3 août 2026, une nouvelle vidéo apparaît. Elle a été enregistrée par une supportrice argentine présente dans les tribunes lors de la victoire contre l'Angleterre. La séquence montre clairement le drapeau lancé depuis les premiers rangs. On le voit voler au-dessus de la barrière, retomber sur la pelouse, puis être récupéré par Lo Celso. Cette vidéo ne fait pas disparaître l'infraction. Les joueurs ont bien choisi de déployer le drapeau après avoir lu son message. Ils ont donc participé à une manifestation politique interdite par le règlement. Mais la séquence détruit une partie essentielle du récit présenté pendant plusieurs jours par certains médias britanniques.
Le drapeau n'avait pas été apporté sur le terrain par les joueurs. Il ne semblait pas avoir été préparé par la délégation. Aucun élément visible ne prouve l'existence d'un plan organisé avant le match. Le geste paraît spontané. Un objet arrive depuis les tribunes. Les joueurs le ramassent. Ils découvrent le message et le brandissent dans l'euphorie de la qualification. Encore une fois, la spontanéité n'annule pas la faute. Mais elle change la manière dont celle-ci doit être jugée. Entre un acte organisé par une sélection et une réaction émotionnelle de 15 secondes à un drapeau lancé par un supporter, le degré de préméditation n'est pas le même. Pourtant, cette nuance a rarement occupé la une des médias européens. Durant plusieurs jours, l'affaire a été présentée comme une provocation planifiée par l'Argentine. La vidéo de la supportrice est donc devenue l'élément le plus inconfortable du dossier, car elle ne permet plus de raconter l'histoire de manière aussi simple. Mais le plus troublant reste le traitement réservé aux joueurs espagnols. Gavi ferait lui aussi l'objet d'une procédure pour comportement antisportif à la suite des mêmes événements. Son nom apparaît pourtant rarement dans les titres. L'information est souvent repoussée au milieu ou à la fin des articles, alors que les joueurs argentins sont présentés comme les principaux responsables de l'ensemble du chaos. Pourtant, les faits proviennent du même terrain. Les images ont été enregistrées au même moment. Les rapports ont été rédigés par les mêmes officiels. Alors pourquoi l'un des joueurs risque-t-il une exclusion du mondial tandis que l'autre pourrait s'en sortir avec une sanction beaucoup plus légère? Il faut être honnête, Paredes a commis un geste grave. Saisir un adversaire par le cou ne peut pas être banalisé. Molina doit également répondre du coup porté à Rodri. Ayala doit assumer son comportement envers Dani Olmo. Mais lorsque plusieurs joueurs participent à une confrontation, la justice sportive doit analyser chaque geste avec la même rigueur, quelle que soit la nationalité du joueur et quel que soit le résultat du match. Or c'est précisément sur ce point que la FIFA laisse naître le doute. Quel critère permet de distinguer le comportement d'un joueur de l'équipe battue de celui d'un joueur de l'équipe championne lorsque tous deux apparaissent dans la même altercation? Pourquoi certaines images sont-elles diffusées en boucle pendant que d'autres sont presque ignorées? Pourquoi certaines accusations sont-elles traitées comme une menace pour l'intégrité du football mondial et d'autres comme de simples réactions émotionnelles? Le silence de la FIFA autour de ces différences n'apaise pas les soupçons. Au contraire, il les renforce. Il existe pourtant des précédents. En 2012, le Sud-Coréen Park Jong-won avait brandi un message politique après une victoire contre le Japon lors des Jeux Olympiques. Il avait été suspendu pour 2 rencontres internationales. Le geste n'avait duré que quelques secondes, mais la sanction était restée limitée. Dans le dossier argentin, la FIFA possédait donc déjà un précédent et un règlement clair. Elle aurait pu ouvrir rapidement une procédure, déterminer les responsabilités individuelles et prononcer une sanction proportionnée. Au lieu de cela, elle a attendu plus de 2 semaines, dans un climat de pression politique croissante en provenance du Royaume-Uni. Cette chronologie nourrit inévitablement une question. La décision finale est-elle uniquement née de l'analyse du code disciplinaire? Ou a-t-elle été durcie par les déclarations des responsables politiques, par les demandes concernant les visas et par la pression exercée autour de la Premier League? Lorsqu'une institution qui prétend protéger la neutralité du sport agit après une campagne politique aussi intense, elle doit être capable de démontrer que sa décision a été prise indépendamment de cette pression. Sinon, le doute devient inévitable. Et le problème ne concerne pas seulement les 10 joueurs sanctionnés. Cette affaire envoie également un message à tous les jeunes Argentins qui rêvent un jour de porter le maillot de leur pays. Ce message ne dit pas uniquement que les agressions ont des conséquences. Il dit également qu'un geste lié à l'identité nationale, même spontané et provoqué par un objet lancé depuis les tribunes, peut détruire une carrière internationale. Le danger, c'est l'effet de peur que cette résolution pourrait créer. À l'avenir, les joueurs ne réfléchiront plus seulement au respect du règlement. Ils craindront que chaque célébration, chaque déclaration ou chaque symbole soit utilisé contre eux des années plus tard. Bien sûr, un joueur professionnel doit contrôler ses émotions. Il représente son pays, son club et parfois des millions de personnes. Mais le football reste un sport profondément humain. Il est fait de mémoire, d'identité, de rivalité, de blessures historiques et de sentiments que les règlements ne peuvent pas toujours faire disparaître. Lorsque la discipline devient tellement lourde qu'elle efface toute différence entre un geste prémédité et une réaction de quelques secondes, la justice risque de se transformer en intimidation. Revenons au 15 juillet 2026. L'Argentine venait d'éliminer l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde. Cette rencontre n'était pas perçue comme un match ordinaire par les supporters argentins.
Elle portait le poids de plusieurs décennies d'histoire, de tensions diplomatiques et de souvenirs transmis de génération en génération. Dans l'euphorie de la victoire, un drapeau est lancé sur la pelouse. Lo Celso le ramasse. Ses coéquipiers se rapprochent. Pendant quelques secondes, ils ne pensent ni à l'article 13, ni aux licences de la Premier League, ni aux déclarations d'un ministre britannique. Ils pensent probablement à leur pays, à leur famille et à la signification que ce symbole possède pour une grande partie de la population argentine. Encore une fois, comprendre un geste ne signifie pas l'excuser. Mais une institution juste doit être capable de distinguer l'intention, le contexte et la gravité réelle de chaque acte. C'est cette distinction qui semble aujourd'hui manquer au dossier. 3 images résument parfaitement cette affaire. La première montre Giovanni Lo Celso tenant le drapeau à Atlanta, entouré de Lisandro Martinez et de Cristian Romero. Une scène de 15 secondes qui devient le premier élément d'une procédure capable de bouleverser 4 années de football argentin. La deuxième montre Nahuel Molina portant un coup à Rodri après la finale.